Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous avec le sourire, Jean-Luc Merci Mélenchon. de m'avoir invité avec le sourire. Pouvoir d'achat. Je vais commencer avec le pouvoir d'achat parce que c'est évidemment, et je pense que vous serez d'accord avec moi, la première préoccupation des Français actuellement. Le plein d'essence. Attendez, juste oui. on peut dire, parce que vous avez tellement raison, et c'est tellement rare qu'on le dise. Il faut bien comprendre, les gens, il y a des gens qui s'enfoncent dans la misère aujourd'hui et ne savent comment réagir. On a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Rendez-vous compte? Et 10 millions de pauvres. Donc il est temps quand même que les catégories supérieures arrivent à se rendre compte que dans quel état vit le pays. Même si la France est riche, même si la France... Plus riche que jamais. Plus riche que jamais. La plus grosse épargne au monde, derrière le Japon, Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a de l'argent dans ce pays. C'est vous qui le dites, hein, Monsieur Bourdin. C'est pas moi. C'est pas moi. Oui. Ce sont les chiffres qui le disent. Moi, oui. Les économistes, les analystes... Il ne reste plus qu'à se demander qui c'est qui a épargné tout ça. Parce que j'ai lu, les Français, c'est formidable, pendant la crise, ils ont épargné. Il faut quand même regarder ça de plus près. Ceux qui ont beaucoup épargné. Et tous les autres, ils ont dépensé tout ce qui restait dans les fonds de tiroir. Il faut quand même rappeler ça. Hein. Ceux qui ont profité de la crise, ils ont des noms et des adresses, des comptes en banque et des impôts à payer. Ça représente des sommes considérables. Et c'est ça, Monsieur Bourdin, qui est le défi, de notre temps. Le capitalisme est pas capable de se corriger. Quand ça va mal pour tout le monde, lui, il continue à aller bien. Ça prouve que c'est un système qui n'est pas un système vraiment humain, en ce sens que rien ne le corrige jamais. Donc commençons par dire ça. Si nous sommes la deuxième épargne du monde, c'est parce que nous sommes le premier pays d'Europe pour les milliardaires et pour les dividendes qui sont distribués aux très puissants. Bien, Jean-Luc Mélenchon, donc le plein d'essence, le plein de gasoil, le plein de sa cuve de fioul, c'est très très cher aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Alors que proposez-vous? Il y a des idées qui fusent à droite et à gauche, la baisse des taxes, un chèque carburant. Vous proposez le blocage des prix. Mais bien sûr, Monsieur Bourdin, regardez, vous avez raison de dire, tout le monde a quelque chose à proposer. Oui. Mais j'ai remarqué une chose. Oui. Au fond, ils proposent tous la même chose. On va prendre soit sur les taxes en baissant leur niveau, soit en donnant des chèques énergie sur les... Mais c'est toujours les impôts qui payent. Personne ne pense à aller dire, mais dites donc, pourquoi ça augmente ? Et à qui ça profite? Donc moi, je propose de bloquer les prix. Je dis pardon à Monsieur Total. Comme le gouvernement l'a fait pour le gaz. Écoutez, il l'a fait pour le gaz après l'augmentation. Moi, je propose qu'on ramène le prix avant. Mais puisqu'on en est à parler du gouvernement, pourquoi pas? Il avait aussi bloqué les prix sur les masques au moment de la Covid et sur le gel. Donc ça prouve qu'on peut le faire. Je le sais parce qu'il y a un article du Code du commerce qui le rend possible quand il y a des situations extraordinaires. Il y a une situation extraordinaire. Donc on bloque. Et surtout, je vais vous dire... Et on bloque les prix. À quel prix? Les prix hauts? Non, au prix où il était avant le déclenchement de la crise. On baisse le prix, là. Mais évidemment, vous dites c'est temps, vous avez le droit de le faire. On baisse le prix. C'est le Code du commerce qui dit ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça va faire perdre des sous aux fournisseurs. Mais monsieur, et à l'État. Non, parce que les taxes, elles vont rester les mêmes. C'est bien ce que je dis, moi. Moi, je dis, vous n'avez pas de raison d'appauvrir l'État. Appauvrissez les très riches, c'est-à-dire Monsieur Total, le patron de Total, il a quand même pris cette année 7,6 milliards d'euros de dividendes. Ça va, ils peuvent en donner un peu. Et je vais même vous donner un autre chiffre pour vous faire rêver. Vraiment pour faire rêver. Mais moi, je le ferais si j'étais au pouvoir. Si vous prenez le 10%, Monsieur Bourdin, c'est pas beaucoup, 10% des profits des fournisseurs de gaz en France, vous pouvez redonner aux 3 millions d'abonnés 500 €. C'est-à-dire toute la somme de ce qu'ils ont payé en rab depuis 2017, qu'ils ont le président Macron. 500 €. Donc ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution si il faut se partager toujours la même petite part qui est le budget de l'État. Si vous baissez les taxes, vous paierez en impôts ce que vous aurez économisé à la pompe. Donc il faut bloquer les prix et les ramener au niveau où c'est supportable. D'autant que, pardon, c'est une petite démonstration un peu technique, Monsieur Bourdin, mais il faut la faire. Allez-y. Si l'électricité augmente, ce n'est pas à cause de la matière première, ce n'est pas à cause de la production, ce n'est pas à cause de la distribution. C'est exclusivement à cause de deux facteurs. Premièrement, le prix du gaz, qui lui peut être bloqué, et deuxièmement, le fait qu'on a inventé une soi-disant concurrence dans l'offre qui est faite aux gens. Autrement dit, c'est parce qu'on a introduit du marché et du capitalisme que les prix explosent, alors qu'on vous avait raconté le contraire. Voilà, aujourd'hui tout le monde est au pied du mur
de ses propres décisions et systèmes mentaux. Hein. Bien, Jean-Luc Mélenchon, parlons de l'énergie, parlons du nucléaire, puisque le gouvernement, nous dit-on, pourrait engager la construction de 6 EPR, de 6 nouveaux EPR. Que proposez-vous? Eh bien, vous proposez de fermer 22 réacteurs en 5 ans. C'est bien cela, hein, Jean-Luc Mélenchon? C'est pas 22 réacteurs en 5 ans? C'est un petit peu plus compliqué. Mais alors, disons, non, mais là où vous avez raison, c'est en effet, je propose de finir avec le nucléaire. Permettez-moi, si vous me le demandez... En combien de temps? Alors, la question du temps, pour vous dire, elle n'est pas vraiment posée. Je vous explique pourquoi. Si vous et moi, on s'apercevait que la centrale de Nogent-sur-Seine, qui est en amont de Paris, est arrivée au point où il pourrait lui arriver malheur, je pense que vous et moi, tout de suite, on dirait stop, on arrête. Si on arrête comme ça toutes les centrales, il y en a pour 5 heures. Donc, il ne faut pas raconter d'histoire. Qu'est-ce qui compte? Ce n'est pas le délai pour arrêter. Ce qui compte, c'est le délai pour faire monter la puissance des autres énergies pour compenser celles qui ne viendront pas du nucléaire. Il faut rappeler que pour démanteler une centrale, un réacteur, il faut 15 ou 20 ans. Hein. N'oublions pas cela. 15 ou 20 ans. Alors, raison de plus, vous avez bien raison de rappeler ça. Pourquoi? Parce que les centrales, quand elles ont été construites, elles avaient une durée de vie, 40 ans. On peut les rafistoler pour les faire durer 20 ans. C'est pas tout à fait 20 ans, mais de plus. Ça va coûter 150 milliards d'euros de les rafistoler toutes. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il faut mieux en construire de nouvelles. Non, il faut faire autre chose. C'est le même débat que celui des années 70 qui n'a pas pu avoir lieu. Il faut faire autre chose, monsieur Bourdin. Ben quoi? Il faut... Mais enfin quoi? Vous êtes ingénieur, vous? Non. Vous me demandez de l'être? Eh bien moi, oui, je vous dis ce que je sais, en parlant avec eux. Non, en parlant avec les ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils me disent? Que des hydroliennes dans ce pays, aujourd'hui c'est un grand mot hydrolienne, autrefois ça s'appelait moulin, il y en avait 100 000. Il y a les courants marins, il y a l'énergie de la pente qui descend, la géothermie. Il faut trouver une solution, monsieur Bourdin. Le bon sens ne serait-il pas de sortir du nucléaire doucement, tout en développant les énergies renouvelables? Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est bien ça que je suis en train de vous dire. Il faut sortir doucement. Non, mais moi, je veux qu'on aille le plus vite possible, et puis je vais être cash, pour qu'on se comprenne bien. Des centrales, il y en a déjà 17 des réacteurs qui sont arrivés à plus de 40 ans. Il y a 56 réacteurs en service aujourd'hui en France. Oui, mais écoutez ce que moi je suis en train de vous dire. Il y en a 17 qui fonctionnent, on n'a fermé que 2 réacteurs. Parce qu'il faut parler en termes de réacteurs, pas de centrales. Il y en a... dans les 5 années du prochain mandat présidentiel. Vous pensez ce que vous voulez, mais vous avez le droit quand même d'avoir un avis. Il y en aura 40 qui vont dépasser la date de 40 années, d'accord? Autrement dit, la dernière centrale qui va arriver à 40 ans d'existence, ça sera en 2039. Alors, vous avez le droit de dire... On continue, on s'occupe de rien parce qu'il n'y a pas de problème. Non, Fukushima n'a pas eu lieu. Non, Tchernobyl n'a pas eu lieu. Non, la centrale de Nogent n'est pas au-dessus de Paris. Je comprends, mais moi j'ai 2 questions à vous poser. Comment allez-vous faire baisser les tarifs de l'électricité? D'un côté fermant les centrales nucléaires et en développant l'énergie renouvelable, mais qui met du temps, ça met du temps et de très gros investissements. Alors... comment allez-vous faire baisser les tarifs de l'électricité? Le pays a déjà affronté des situations comme ça. On dit à ses ingénieurs, à ses architectes, nous sommes en grand danger. Parce que, monsieur Bourdin, biaisez pas, vous répondez jamais à ce que je vous dis. Quand je vous dis que c'est dangereux, je comprends. Mais écoutez-moi, l'uranium, vous le trouvez pas en France, il faut aller le chercher dans les pays de l'Est, et vous savez à quelles conditions, et il faut aller le chercher au Niger. Ensuite, une fois que vous l'avez amené ici, qu'est-ce que vous en faites dans vos calculs? Vous les foutez dans des trous, vous savez même pas comment ça va se passer. Il y en a pour 10 000 ans, pour 15 000 ans. On compte pas. On est en danger, parce que les centrales nucléaires sont installées dans la vallée de la chimie. Un coup au but, il n'y a plus de France, monsieur Bourdin. Donc moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Pendant des années, j'ai cru, dans ma jeunesse, le nucléaire, le béton. Mais très bien, vous en souvenez, vous n'y étiez pas au dépôt ensemble. Bon, mais en tout cas... on s'en est rappelé. Comment ça s'est passé, monsieur Bourdin? Eh bien, à un moment donné, un gouvernement a dit on va faire les centrales et on les a faites. De la même manière que quand on a dit on va faire des fusées, tout le monde disait non, non, c'est pas possible. Et on les a faites. Eh bien, moi, Mélenchon, président, je dirais on arrête tout ça et vous êtes prié de me trouver le moyen de développer la capacité de puissance énergétique que nous avions là. Et on sait le faire. Avec 20% de consommation d'électricité en plus dans les années qui viennent. Oui, on pourrait peut-être aussi faire un peu de sobriété. Tenez, là, on va faire un moment de poésie. Vous savez ce que je ferai? Ce que je vais faire, moi, je vais vous rendre la nuit et le silence. Parce que la société moderne, le plus gros ravage, c'est actuellement, c'est pas l'air pourri que vous respirez, c'est le bruit qui sans arrêt vous empêche de dormir, de vivre normalement. C'est le fait que vous êtes 80% à même pas savoir où est la Voie lactée parce que vous pouvez pas la regarder la nuit. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais c'est de la politique aussi.
Il y en a marre aussi de cette société de gaspillage. Tout le monde est d'accord pour dire que ça sert à rien, les magasins allumés la nuit, les enseignes lumineuses allumées la nuit, et que la sobriété, c'est la plus grande ressource énergétique. Pardon, je vous récite un peu les arguments, mais il faut qu'on les entende. Jean-Luc Mélenchon, on va beaucoup parler d'écologie durant cette campagne, évidemment. L'écologie... Vous avez vu que c'est lié social-écologie, oui, c'est la même chose. Complètement. Non, mais il y en a qui l'oublient, alors je leur rappelle. Est-ce que la gauche doit se rassembler derrière le candidat écologiste, puisque c'est la grande priorité, l'une des grandes priorités Yannick Jadot, c'est ce que disait Sandrine Rousseau hier, qui était à votre place. Qui est le plus écologique, l'original ou la copie? Je ne sais pas qui est l'original, je le suis assez. L'original, c'est Jadot, non? Eh ben, ils ont un mérite dans l'histoire, ça c'est clair. Ben oui. Ils ont un mérite dans l'histoire. Oui. Mais ça se fait pas à l'ancienneté, ces choses-là. Hein. C'est aussi à ce qu'on est capable de proposer. Ils ont quand même mis 10 ans pour accepter l'idée qu'il faille de la planification écologique, parce que sinon tout ça c'est rigolo et compagnie. Quand on dit, même nous, je l'ai dit à mes camarades, vous dites, vous écrivez dans le programme 100% bio à la cantine, très bien, très bonne idée, tout le monde est d'accord, on applaudit. Qui c'est qui va le faire? Ils sont où les paysans? Vous les avez pas, donc faut les former. Donc ça se planifie, ça prend du temps. Je prends l'exemple de la cantine bio parce que c'est le plus simple à comprendre, mais combien d'autres choses doivent être organisées, planifiées? Donc pour ça, il faut un État stratège, il faut qu'on soit cohérent. On peut pas dire à la fois, par exemple, on va arrêter les glyphosates. Alors tout le monde dit d'accord, mais les autres produits qui rentrent, ils vont coûter moins cher, donc ils rentreront plus. Donc c'est plus le commerce, le libre-échange. Si vous voulez faire autre chose que du libre-échange, vous allez vous engueuler avec la Commission européenne parce qu'elle vous l'impose, c'est dans les traités. Monsieur Bourdin, il faut être cohérent. Alors ce que je dis moi, je prétends pas être le meilleur. Je dis juste, il faut être cohérent. 2, il faut avoir un programme pour gouverner, pas pour faire des phrases. Et troisièmement, tout le monde est devenu écolo dans ce pays. Ça ne veut rien dire de dire on est écolo. Ceux de droite aussi, ils sont écolos. Ils pensent que c'est l'écologie de marché. Ils l'ont dit, ils le croient. Donc, Jean-Luc Mélenchon, j'ai une question politique à vous poser. L'union à gauche, franchement, est-ce que vous y croyez encore? Non, pas du tout. Vous n'y croyez plus. Ça n'aurait pas de sens. C'est fini. Mais je le savais. C'est fini cette idée. Vous le saviez. Je le savais depuis le début. Quand j'ai décidé de présenter ma candidature en novembre dernier, c'est parce que je savais que tous les autres allaient en faire autant et qu'ils allaient auparavant faire différentes gesticulations. Mais ils font ce qu'ils veulent. Vous savez, au fond, la situation, c'est le même tableau que 1981. Il y a 6 candidatures il y a 5 candidatures dans la gauche traditionnelle, plus moi. Et à l'époque, il y avait 5 candidatures dans la gauche traditionnelle, plus M. Brice Lalonde, qui était écolo. On a le même contexte. Et puis, on se rapproche progressivement de la situation de 2002. Mais la droite est bien plus explosée. Même l'extrême droite, cette fois-ci, est explosée. Donc, que se passe-t-il? Le tableau est en train de se réorganiser parce que en 2017, il a explosé. La droite a explosé et le Parti socialiste a explosé et ni l'un ni l'autre ne s'en sont remis. Donc des forces politiques nouvelles s'avancent sur la scène qui présentent des figures assez historiques. Moi, je suis le camp historique du pôle populaire, des partageux et du reste. Plus d'union de la gauche, c'est terminé, on oublie. Non, mais à la base, ça va. Vous avez vu qu'en Allemagne, des coalitions sont possibles. Voilà. Vous vous rendez compte qu'on retrouve les sociodémocrates, les Verts et les libéraux dans la même coalition. Fantastique. Pour mentir à tout le monde. C'est merveilleux, non? Pourquoi? C'est pour le bien de l'Allemagne. Voilà, le bien de l'Allemagne. Alors, le bien de l'Allemagne, grand bien lui fasse. Ça sera, premièrement, le libre-échange, parce que ça a été rappelé. Deuxièmement, pas plus de glyphosate que nécessaire. Déjà, rien que ça. Et l'OTAN, on reste dans l'OTAN. Mais si vous voulez faire ça, c'est très simple. Il n'y a qu'une chose à faire, que les socialistes et les Verts s'entendent, signent un papier, ils sont d'accord. Libre-échange, OTAN, glyphosate autant que nécessaire. Mais, Monsieur Bourdin, l'union, elle va se faire. Elle va se faire à la base. Quand on ne peut pas faire l'union au sommet à cause de la divergence des programmes, on la fera à la base. C'est ce que j'appelle l'union populaire. Un mot sur cette coalition. Juste ma phrase pour qu'on l'entende. Ma stratégie, c'est l'union populaire. Et l'union populaire, elle se fait sur un programme, Monsieur Bourdin. Pas sur des étiquettes de gens qui s'amènent en disant « on est d'accord sur rien, mais votez pour nous ». Alors cette coalition a un programme, et dans le programme, il y a la légalisation du cannabis. Vous êtes favorable ? Oui, parce que si vous êtes président, vous légalisez le cannabis. Oui, parce que c'est ce qu'il faut faire. Si vous voulez, le reste a échoué. Alors, moi, je suis un pragmatique dans ce domaine. On fait ce qui marche. La prohibition a rien donné. Vous avez des policiers, c'est une policière qui racontait ça. 60% de leurs opérations de contact avec les gens,
c'est pour voir s'ils ont des barrettes de shit dans les poches. Bon, c'est quand même un gâchis de temps, d'énergie, et surtout, on peut pas faire campagne contre la fumette pour expliquer les risques que comporte la consommation abusive de cannabis, comme on l'a fait par exemple pour l'alcool. Si on avait interdit l'alcool, plus personne ne boirait rien, si, tout le monde boirait que des cochonneries. On a laissé l'alcool, on fait du très beau vin, et on boit moins qu'avant. Vous avez connu, on a le même âge à peu près, on a connu nous la période où ça pochetronnait sévère dans le pays. Vous aviez des coins, d'ailleurs il y en a encore quelques-uns, mais ça a été vaincu comment? Par la qualité et par le fait qu'on a combattu l'alcoolisme. Mais vous pouvez le combattre que si vous passez pas votre énergie à empêcher des choses que les êtres humains Des dizaines de font. milliers de morts toujours à cause de l'alcoolisme. Bien sûr, dans les accidents, dans la santé affaiblie, bien sûr. Et quel est votre principal adversaire politique? L'extrême droite. C'est l'extrême droite, Oui, avant que, Emmanuel Macron. Moi je le mets, pardon, je sais que ça va vous choquer. Mais Non, moi je le mets dans le même paquet. Vous êtes responsable. Non, ils sont les mêmes. Bah, voyez-vous, Zemmour, Macron sont les mêmes. Non, Bourdin. Bah non, mais pas pour une buse non plus. Je ne prends pas pour une buse. Voilà. Oui, vous me dites, ce sont les mêmes. Bon. Moi, je vous dis, Zemmour, Macron sont les mêmes. Non, ils ne le sont pas. Bon, alors, bon. Mais ils sont. Si vous avez un second tour, Zemmour, Macron, vous votez pour qui? Attendez. Mais non, on n'est pas au second tour. Mais... Second tour, je vote pour moi. Oui, ça j'ai compris. Je savais que vous alliez me faire cette réponse. Et alors pourquoi vous posez la question si vous parce que ça peut arriver. Bon. Macron, Zemmour, non? Mais ce qui peut arriver, c'est Mélenchon, Macron. Non, mais attendez. Macron, Zemmour, non, vous n'y croyez pas. Attendez, regardons bien les choses comme elles sont. Alors allez-y. L'extrême droite en France a repris la ligne a repris le parapet. Les premiers qui auraient dû les en empêcher, c'est la droite. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils sont en train de dévaler la pente. Chirac, lui, il résistait. Ceux-là, ils résistent à rien du tout. Donc, le flot est passé. Là-dessus, le président de la République, qui nous avait dit qu'il était le chef des castors, parce qu'avec lui, c'était le plus grand barrage du monde à l'extrême droite, ça va dire que Pétain est un grand militaire et Maurras un grand intellectuel. Ce sont deux criminels hostiles à la patrie et antisémites. Bon, ils ont tous lâché. Et à la fin, vous les retrouvez, même ceux de la gauche traditionnelle, dans les manifs avec les flics factieux. Il ne reste plus que le carré d'insoumis pour résister à tout. Heureusement, comme, grâce à votre chaîne d'ailleurs, on a pu à un moment donné avoir un débat et relever le drapeau. Vous savez, Monsieur Bourdin, ce soir-là, on a fait du bien à des millions de gens. Vous savez pourquoi? À quoi a-t-il servi, votre débat? Ça a servi à donner du courage. À prendre la lumière pour rappeler que vous êtes candidat? Que vous existez? Oui, voilà, sans doute, c'est ça. Parce que vous savez, Monsieur Bourdin, je suis pas comme vous. Moi, je ne cherche qu'à prendre la lumière, vous non. Et moi, je suis que vil, hein. Monsieur Bourdin, vous acceptez l'idée que... Alors, vous acceptez qu'un homme soit engagé par des idées? Vous connaissez mon âge? Bien sûr, complètement. Pourquoi je fais ça? Je connais votre âge, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais je voudrais arrêter ce genre d'antiparlementarisme, antipolitique à deux balles, qui consiste à accuser un homme qui se bat, toujours de le faire pour prendre la lumière, pour l'ego. Ce sont des bêtises. J'ai donné du courage à des millions de gens. Parce qu'il y a des millions de gens dans ce pays qui se disent, si M. Zemmour gagne, est-ce que je vais pouvoir rester? Pas un mot sur Zemmour dans votre discours de dimanche, pas un mot. Bah, chacun son tour, hein. Zemmour, je l'ai fait ici. Je me suis occupé de Macron. Parce que, M. Macron, vous n'avez pas l'air de vous inquiéter, mais c'est un problème. Il est candidat, vous le savez aussi bien que moi. Il n'arrête pas de promettre tous les jours des choses qu'ensuite on ne retrouve pas dans le budget. Attendez, j'ai pas fini. Il a signé un programme avec la Commission européenne. Il ne l'a dit à aucun Français. Le 1er janvier, il devient président de l'Union européenne. Il sera président de l'Union européenne, président de la France, candidat. Et son mandat pourrait s'arrêter en avril. Mais lui considère que c'est une formalité administrative, qu'il est élu d'avance. Et si ça se trouve, la fin du mandat, c'est moi qui vais la faire. Donc vous avez autant intérêt à savoir ce que je compte faire qu'à savoir ce qu'il compte faire lui. Et il ne faut pas que ça vous fasse trop rire, parce que dans ce pays, il s'en est passé des choses. Ça ne me fait pas rire. La situation ne me fait pas rire, Jean-Luc Mélenchon. Et Éric Zemmour, plus dangereux que Marine Le Pen, selon vous? Oui. Bon. Non, mais attendez quand même, on peut dire une chose. Il y a quand même un problème avec Monsieur Zemmour. On n'a jamais vu ça. Un racisme pareil étalé. Son rapport aux femmes est absolument stupéfiant. Il pense qu'elles ont un cerveau diminué. Il veut enlever la parité et il veut enlever le droit à l'avortement. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il est contre aussi le droit à l'avortement. C'est pourquoi je dis aux gens. Il manifestera ce soir d'ailleurs avec les pro-life. Moi, je dis aux gens, je le mettrai dans la Constitution, le droit à l'avortement, parce que sinon, à chaque élection, on va recommencer à zéro le débat pour rappeler que les femmes sont propriétaires de leur corps, elles seules, ni leur mari, ni leurs enfants, ni leur famille. C'est un droit fondamental, comme celui, par exemple, d'éteindre la lumière, comme on dit, de mourir dans la dignité. Ce sont des droits qui touchent à la liberté la plus intime, la possession de soi. Monsieur Zemmour est contre ça. Bon. On croyait que c'était fini. Risque de guerre civile avec Éric Zemmour?
Vous avez parlé de guerre civile en parlant d'Emmanuel Macron, de la politique conduite et de la répression. Non, pas à son propos. Pas à son propos, mais lui, il mène une guerre sociale, M. Macron. C'est pas pareil. Bon. C'est le tire-fesse des très riches. Bon. Donc, il a ramassé un maximum pour eux et il continue. M. Zemmour et quelques autres sont en train d'essayer de faire sortir du tube une patte qu'on ne pourra plus faire re-rentrer, qui est la haine religieuse, la ségrégation sur le prénom, l'apparence, les cheveux, que sais-je encore, la couleur de peau. Ça, oui, c'est un facteur de guerre civile. Et écoutez, quelqu'un qui, comme vous, on a eu l'expérience d'événements extrêmement violents dans l'histoire de France. Ça s'est trouvé dans notre génération. Heureusement, on était trop petit pour devoir s'en mêler. Mais quand même, on sait qu'il y a des choses qui sont irrécupérables. La haine religieuse, vous ne revenez jamais dessus. Donc il faut arrêter ça. Les Français sont des Français, forment ensemble un seul et même peuple. Mais lorsque vous dites que les policiers sont des factieux, vous l'avez dit. Lorsque vous dites que les policiers sont des factieux, est-ce que vous n'alimentez pas... Vous savez bien que c'est pas vrai, mais ça ne vous dérange pas. Non, j'ai dit que les policiers... J'ai dit que les policiers qui manifestaient devant l'Assemblée nationale... Tous les syndicats de policiers sont des factieux. Sont des factieux, en effet. Le syndicat... Vous savez que les syndicats de policiers représentent 80 ou 90% des policiers. Oui, ben, les policiers n'ont pas le choix, ils sont obligés de voter pour eux parce que c'est eux qui font les carrières, les congés et les affectations. Mais non, mais est-ce que ça ne participe pas justement à cette... Ah voilà. Mon Dieu, comme c'est triste. Non, mais je vous pose la question. Non, vous ne me posez pas la question. Comment je vous pose pas la question? Parce que, Monsieur Bourdin, écoutez-moi. Vous savez comme moi, vous êtes un républicain. Faut pas faire semblant. Oui. Quand on organise une manifestation devant l'Assemblée nationale, ce qui n'est permis à personne d'habitude à cet endroit-là, et qu'on y vient pour dire le problème de ce pays, c'est la justice, que vous avez des syndicats qui appellent ouvertement à faire le siège de certaines organisations politiques, comme ce fut le cas pour moi, ou des individus, parce qu'ils sont armés, se croient autorisés à menacer un député, eh bien je dis que c'est un problème. Voilà, et c'est un comportement de factieux. L'objectif d'un factieux, c'est de provoquer des troubles. Ça veut dire que la police tue et la police provoque des troubles. Non, mais c'est vous qui dites ça. Mais c'est pas moi qui ai dit, c'est Philippe Poutou. Philippe Poutou, quand Philippe Poutou dit la police qui tue, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Allez poser la question à Monsieur Poutou. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? De quoi? Lorsqu'il dit la police tue en France, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Parce que, attendez, il y a quelque chose qui vous a échappé, Madame. Alors allez-y. Madame Zineb Redouane. Qui est morte, qui était au 4e étage à Marseille. Elle est morte de quoi, à votre avis? Donc la police tue en France? Non, c'est à mon tour de poser une question. Non. De quoi est-elle morte? Comment se fait-il, Monsieur Bourdin, comment se fait-il que sur la vingtaine d'hommes qui se trouvaient là, pas un n'a rien vu, 32 personnes ont été éborgnées. Est-ce que la police tue? Est-ce que la police tue en France? Est-ce que la police éborgne? Oui ou non? Oui, elle est borgne. Est-ce que Madame Zineb Redouane a été tuée d'une grenade au 4e étage? Oui ou non? Oui. Alors, ne faites pas des généralisations. Elle a été tuée volontairement? Elle a été tuée volontairement au 4e étage, Madame? Absolument. Volontairement? Absolument. Par quelqu'un qui a tiré depuis le bas, pour la tuer. Pas en cloche. Pour la tuer. Non, pour l'atteindre avec une grenade. Je vous en prie, Monsieur Bourdin, je vous rappelle qu'elle est morte, qu'elle a une famille, et que tout ce qu'on a trouvé à lui dire, c'est qu'elle n'était pas morte de la grenade, mais de l'arrêt du cœur. Je vous pose la question. Est-ce que la police tue en France? Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Poutou? N'essayez pas, vous tournez en rond pour rien avec moi. Je suis aussi malin que vous. Alors je passe à autre chose. Voilà, il vaut mieux. Je passe à autre chose. Je voudrais vous parler. Que ça veut rien dire. Est-ce que BFM ment? Des fois, BFM ment. Mais oui, tout le monde ment. Vous, moi, tout le monde. Eh bien, alors, bien ce que je dis. Mais donc, ne faites pas des généralisations dont vous savez que n'importe quelle cervelle intelligente ne l'acceptera pas. Si vous voulez me faire dire la police ne tue pas, des gens vont dire mais Mélenchon est devenu fou. Bien sûr que si. Et si je vous dis la police tue, ce serait une aberration, parce que ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas la police qui tue. Il y a des gens qui tuent et je leur dis que je ne l'oublierai jamais. Et si je suis élu, on reprendra les 32 enquêtes pour savoir qui a éborgné les pauvres gens qui n'ont pas l'air de vous soucier, Monsieur Bourdin. Et pourquoi vous ajoutez cela, qui n'ont pas l'air de vous soucier? Parce que vous ne me parlez des policiers de Poutou, mais vous parlez pas des pauvres gens qui ont été éborgnés. Pourquoi vous en parlez pas? J'ai une dernière question à vous poser parce que le temps presse. C'est pas parce que tout le monde est fâché. Non, je voudrais, mais non. Mais vous êtes du Sud, il faut parler fort. Non, je voudrais vous poser cette question parce que si vous êtes président de la République, vous serez peut-être confronté à l'un des conflits les plus graves qui va agiter notre monde, c'est Taïwan et la volonté de la Chine d'envahir Taïwan. Alors, d'abord, est-ce que pour vous, Taïwan est un État? Ils vont envahir. Est-ce que non? Pour vous, Taïwan n'est pas un État? Non, il n'est pas reconnu par l'ONU. Pour vous, Taïwan n'est pas un État.
Non, pas pour Si moi, la monsieur Chine- Bourdin. Vous êtes président de la République. Oui. Si la Chine envahit Taïwan, que faites-vous? Écoutez, la Chine n'envahira pas Taïwan. Et c'est pas la C'est peine. le rêve de Mao. C'est le rêve du président chinois, vous le savez bien. Non, 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 c'est vous qui ne savez rien ou qui essayez de m'attribuer des pensées qui ne sont pas les miennes. Je ne veux pas mettre le doigt dans l'engrenage de la guerre froide avec la Chine. Vous l'avez entendu? Oui. Donc, moi, président de la République, 150 les Chinois avions dans la zone de défense sont de des... Taïwan début octobre. Oui, oui. Bon, ben écoutez, vous n'avez qu'à y aller, Mais- puisque apparemment Non, ça a mais l'air de vous Jean-Luc Mélenchon, chagriner. que faites-vous si vous êtes président de la Mais ça République? ne... moi, je discute. Vous voyez, je suis pas pour la guerre, la guerre, la guerre, la Il guerre. s'agit pas de la oui, guerre. si vous Comment parlez de ça. réagissez-vous? Non, mais vous, qu'est-ce que vous me dites là? Mais moi, je ne serai pas président de la Eh République. bien, moi, oui. Alors, moi, je suis obligé de peut-être. vous répondre. Oui, je suis obligé de vous répondre la chose suivante. Oui. Je discute. Parce que nous n'avons pas les moyens de faire autrement et qu'il n'y a pas intérêt à faire autrement. Et que partir encore une fois en guerre contre les Chinois, comme on l'a fait auparavant contre tant d'autres pour rien, eh bien, avec moi, c'est non. On discute et on s'entend. Parce que les Chinois n'ont pas l'intention d'envahir Taïwan. Mais si Taïwan se déclare indépendant, alors il est possible que la Chine, à juste titre, trouve qu'une ligne rouge a été franchie. Donc il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'il ne se passe rien, monsieur Bourdin. C'est ça l'objectif. Pas de guerre, assez de guerre. Parce que nous sommes un petit pays de 67 millions d'habitants. Un coup au but et il n'y a plus de France. La Chine, c'est 1,5 milliard de personnes, il faudrait peut-être s'en rendre compte, et nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être C'est moi venu qui nous vous voir remercie. ce matin. C'était sur vigoureux, RMC. hein, on a réveillé les gens là. Bah heureusement, c'est notre C'est pour rôle. ça. 8h56 RMC BFM TV.